Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné pour ce 6e jour. Aujourd'hui nous sommes venus vous parler de 3 films, en commençant par L'Insoumise de William Wyler avec Bette Davis. Un film très similaire au grand classique Autant n'emporte le vent. Donc ça se passe en 1852 à la Nouvelle-Orléans dans le sud des États-Unis et ça parle d'une histoire d'amour relou. Voilà. C'est le même film en noir et blanc et non pas en couleur. Et je laisse mes deux compères en parler. Alors je vais pas en parler très longtemps vu que c'est pas un film qui m'a spécialement passionné. Je trouve ça sympathique à la rigueur sans plus. J'en suis clairement pas fan. J'ai pas énormément de soucis. Côté des acteurs c'est plus l'histoire que je trouve pas spécialement intéressante. La mise en scène qui est assez impersonnelle. Je dis pas que c'est mal filmé ou mal cadré, c'est surtout que j'ai pas l'air on en discutait au sortir du cinéma. On n'a pas le sentiment comment dire de sentir une vraie patte de réalisateur. Il y a assez peu de choses qui différencient réellement par exemple le style de réalisation de King Vidor et de William Wyler, enfin, en tout cas sur ces films là. Et sinon c'est assez similaire à ce qu'on avait vu auparavant La Garce où à nouveau Bette Davis joue un personnage assez ambigu sur plusieurs points antipathiques. Donc le film s'appelle L'Insoumise, notamment parce que dans le début du film elle en fait un peu casse sa tête, elle est contre le système en place, etc. Et le truc c'est que elle va se rebeller contre ça en mettant par exemple une robe rouge à un bal où la coutume est de porter une robe blanche, ce qui aujourd'hui nous paraît assez désuet, même si à l'époque on pouvait dire que là ça choquait, etc. Oui. Et après le film très vite son personnage perd en importance, devient assez moins intéressant et l'insoumise devient très vite docile. Au final ce dont je vous parle ça concerne vraiment les 15-20 premières minutes du film et après ça on a une ellipse de temps et le film va nous raconter une histoire assez différente et ouais juste je trouve pas le film spécialement intéressant, pas mauvais, pas incroyable non plus et voilà ça m'a pas spécialement marqué, ça m'est passé dessus et c'est vraiment tout ce que j'aurais à dire. C'est un film qui m'intéresse pas. Moi je rejoins Olivier, voilà c'est un film qui m'a pas vraiment intéressé de par son histoire et de par sa mise en scène que je trouve c'est assez lambda. Oui et puis c'est un film qui m'a en fait un peu agacé, enfin ces dramas d'histoire d'amour avec de la musique qui en fait des caisses, ça me saoule un peu donc non mais la musique qui rend vraiment la situation dramatique au plus profond, mais effectivement c'est dramatique parce qu'on a un personnage qui est sur le point de mourir, mais juste ce conflit entre deux personnages féminins de c'est moi qui dois finir avec cet homme et pas toi machin, ou c'est moi qui dois être plus forte que toi, enfin bref ça me saoule un peu et d'autant plus que si la mise en scène n'est pas très inspiré ou pas très intéressante, ça n'aide pas, donc c'est vrai que j'étais un peu sorti en mode ouais bon ok j'ai vu un film, merci. Bon du coup moi je suis un petit peu tout seul pour défendre le film, je le trouve assez réussi. C'est effectivement plutôt un mélodrame, le cinéma classique hollywoodien. Effectivement la mise en scène est pas très n'imprime pas beaucoup une personnalité précise. Je te rejoins, je saurais pas dire ce qui différencie la mise en scène de King Vidor de celle de William Wyler à partir de La Garce et de L'Insoumise. Par contre je trouve que c'est une mise en scène qui est relativement élégante, qui sert absolument, qui se dévoue à un récit qui moi me désintéresse pas du tout. C'est que je le trouve assez prenant ce personnage, même sur cette question de fin de ces deux femmes qui discutent du sort de l'homme qu'elles aiment toutes les deux. Mais je te rejoins aussi sur le rapport à l'insoumission. Le fait que bon on peut partir sur une insoumission un peu surprenante et qu'on finit sur une forme de docilité. C'est vrai que le parcours du personnage consiste tout de même à être à se placer contre la morale en place, et son parcours c'est bien dommage, son parcours consiste à de devenir docile de son comportement, de se repentir presque, ce qui est un peu dommage parce que le personnage avait de ça d'intéressant qu'il pouvait que William Wyler et les scénaristes s'en servent pour critiquer d'une certaine façon les codes rigides de cette bourgeoisie du sud des États-Unis. Mais bon, il n'en reste pas moins que cette insoumise se désintéresse complètement du racisme ambiant dans cette société. Donc, avec notre œil aujourd'hui, l'insoumise habille de nombreux angles morts. Ce qui nous fait arriver sur Autant n'emporte le vent, c'est pour ça que je garde un peu le film. Je trouve que c'est un bien meilleur Autant n'emporte le vent qu'Autant n'emporte le vent, qui est moins long, c'est l'ultime argument qui c'est 2 fois moins long, c'est une 1h40. Et donc oui, je trouve que ce personnage féminin qui n'a que faire des codes qu'on voudrait lui appliquer et est traité beaucoup plus intelligemment que ce qui se fera l'année suivante dans Autant n'emporte le vent. Mais que le film est bien écrit concrètement à Autant n'emporte le vent. Bref, L'Insoumise de William Wyler a ses petites longueurs, mais ça a son élégance et je trouve que
ça peut tout à fait prendre émotionnellement, malgré ses angles morts, du fait que c'est un film qui a bientôt 90 ans. Voilà pour l'insoumise. Maintenant, on va vous parler de Faisons un rêve de Sacha Guitry. Du God, comme dirait Olivier. Je plus sois. Faisons un rêve de Sacha Guitry, réalisé en 1936, qui était donc c'est plusieurs sketchs, c'est ça? C'était pas plusieurs sketchs? Non, je suis endormi 20 minutes ou 15. Non. Alors, Faisons un rêve de Sacha Guitry, bah, c'est ce qu'on disait en sortant de la salle, c'est formidable. Franchement, c'est génial. Alors, personnellement, je le trouve un peu moins bon que le roman d'un tricheur, qui est vraiment un dispositif d'écriture et de mise en scène qui était beaucoup plus prenant, je trouve. Là, on est dans une forme beaucoup plus classique. Parce que du coup, Faisons un rêve de Sacha Guitry raconte une histoire d'adultère, en fait, pour faire vite, très théâtrale, avec un côté un peu vaudeville. Et c'est génial. Il y a toujours... Alors, personnellement, moi, ce qui me frappe toujours le plus chez Guitry, c'est vraiment le sens des dialogues. Allez, je vais me permettre la voix taille. Je trouve que c'est peut-être le plus grand dialoguiste français. Il y a toujours cette fluidité qui est extraordinaire. Il y a un rythme qui est fou et qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est quelqu'un qui nous fait des monologues longs de 4 pages et qui arrive à nous rendre ça, que ce soit par la manière dont il soit écrit ou le jeu, parce que Sacha Guitry joue aussi dans ce film. Il joue extrêmement bien. D'ailleurs, tous les acteurs et actrices jouent très bien dans ce film. Même quand ils sont là pour... je crois il y a Arletty qui est là pour peut-être 1 minute 30 à tout péter. Et pourtant, ça sonne bien, ça joue bien, c'est réussi. C'est vraiment très fort. Et non, franchement, c'est un joli petit tour de force, pas aussi marquant que ce qu'il a pu faire auparavant, mais qui n'en démérite pas moins et qui reste un film d'excellente facture. Voilà. Oui, tu as souligné la fluidité et je soulignerais la modernité dans les dialogues, parce que c'est comme s'il parlait c'est comme si c'était quelqu'un de notre époque en fait. Vraiment, il utilise des mots assez grossiers, genre salope, rien à foutre. Donc il se permet ça, et c'est d'autant plus impressionnant que c'est des longs monologues, mais quasiment en plan séquence. Enfin, des longs plans, c'est pas des plans séquences, mais c'est des très longs plans dans lesquels il n'y a aucune faute, tout est parfaitement rythmé, parfaitement joué, donc c'est très impressionnant là-dessus, et ça nous fait énormément rire, et ça fait du bien de sortir après un Sacha Guitry, en fait, donc vraiment bravo. Je reprocherais juste un truc, c'est beaucoup moins intéressant en termes de mise en scène, on se rapproche beaucoup plus du théâtre filmé, là où dans le roman de Tricheur c'est vraiment un récit raconté avec tout l'art du cinéma, on va dire. Oui, tu sens que c'est un truc qui voulait faire ça rapidement avec ses potos, et puis mais ça marche très très bien, et puis et tous les gags sont très bons en fait. Il en fait pas trop. Enfin, à chaque fois, on reproche souvent aux vieux films d'en faire trop. Genre, par exemple, lors des chutes, lorsqu'un personnage tombe, ou la répétition du gag, on a l'impression qu'il en fait beaucoup trop à chaque fois et que ça s'éternise. Là, à chaque fois, même dans le roman de Tricheur, je trouvais que il savait là où il fallait s'arrêter. Exactement. Le dosage est très bon. Mais donc voilà, Sacha Guitry est un excellent dialoguiste, un excellent comédien. Voilà. Et juste des coupures, on est sur un cadre, et comme la pellicule est peut-être pas assez longue, ou alors qu'il y a eu une erreur dans le dialogue, ce qui peut arriver, on cut, on va se concentrer on va se mettre sur un plan plus serré sur un personnage, pour que quelques secondes plus tard on revienne sur ce plan là, sur le même plan large qu'on avait, avec un mouvement qui est pas très intéressant. Bref, voilà. C'est tout. Bon, je ferai court, c'est un film court, ils en ont déjà bien assez dit et je suis de leur avis, c'est super, je trouve ça super, Faisons un rêve de Sacha Guitry. Et même si effectivement c'est moins impressionnant dans le dispositif que le roman d'un tricheur, ça reste un parti pris de mise en scène intéressant de poser une caméra pendant 2 ou 3 minutes parfois. Je trouve que ça reste assez passionnant le dispositif de mise en scène, de se dire je poserai ma caméra pendant 3 minutes. Et ma mission est d'être absolument parfait pendant 3 minutes face à la caméra. Et il y a des choses assez passionnantes qui sont là-dessus. Effectivement, oui, grande misogynie. Oui, non, sinon, moi, si je devais avoir un bémol, parce que en plus de la misogynie, j'entends, un second bémol,
qui serait plutôt du pinage mais que je trouve un peu dommage. Le film s'ouvre sur un petit orchestre d'Igan qui joue une super morceau, qui a une super ouverture là, une petite minute sur un morceau très vivant de musique. Cet orchestre reviendra très furtivement le temps de plans très courts pour faire des transitions à deux ou trois reprises plus tard dans le film. Soit fallait que ça prenne plus de place dans le film, soit fallait pas le mettre du tout, parce que j'ai beau bien aimer cet orchestre, il est un peu de trop finalement dans le film, un peu de passage. Mais enfin voilà, bref, faisons un rêve de Sacha Guitry, c'est sur 1h20, c'est incroyablement bien rythmé, les 4-5, les 3 comédiens principaux et les autres sont formidables. C'est hyper bien écrit, la mise en scène est vraiment tenue, c'est super quoi. Et maintenant, oui, passons au film de qui, Olivier ? d'Adilkan Yerzanov, un réalisateur, oui. Donc nous sommes allés voir Night God et on peut ajouter un demi-point au film devant lequel j'ai dormi. Night God, c'est un film que Yerzanov réalise en 2018, c'est un film de science-fiction qui se projette dans un futur un peu apocalyptique où le soleil ne se lève plus depuis longtemps, il y a des phénomènes spatiaux dans le ciel avec des comètes très étranges, une forme de gouvernement dictatorial s'installe et se renforce, il est question de terrorisme islamiste aussi, et on va suivre donc un père et sa fille qui arrivent dans une ville en ruine et qui sont pris dans un enfer administratif de paperasse, en gros, qui va les mener à un endroit puis à un autre. Et donc c'est un film très lent qui va explorer ses décors sans trop nous en dire sur cet univers. J'aurais beaucoup aimé le film parce que moi très très vite je sens que Adilkan Yerzanov a vu du Tarkovsky et il a aimé du Tarkovsky, mais il a malheureusement, de mon point de vue, pas les techniciens de Tarkovsky, ce qui nuit beaucoup à son dispositif de mise en scène, auquel moi de base je suis absolument réceptif. C'est un travelling de 3 minutes dans un espace en ruine avec un personnage en manteau long et en chapeau fringué comme dans un Melville. Moi c'est ma cam, mais voilà, ses opérateurs ou son loueur de matériel ne lui permet pas d'avoir un plan complexe fluide, de ce que je comprends du film, c'était l'intention. Et donc moi personnellement j'ai pas pu me plonger dans cet univers parce que ces plans complexes avaient des mouvements de saccade, étaient un peu trop brusques. Et puis aussi, et peut-être surtout, c'est un film qui est, je suppose, presque exclusivement tourné en studio, que ces ruines dont je vous parlais sont donc construites pour le film, et je repère presque constamment la dimension factice de ces pierres abîmées, mouillées, peinturlurées de vieilles peintures. C'est quelque chose qui est très compliqué dans la mesure où je ne crois presque jamais au décor. Je ressens une facticité, et c'est toi qui me l'as fait remarquer. Il y a même certains décors où on voit le sol s'apesantir quand des personnages vont marcher à certains endroits, tellement c'est du carton-pâte en fait. Donc je trouve que ça annule presque l'intégralité de la puissance visuelle esthétique du film, même si de temps en temps il y a des saillies qui me sidèrent vraiment. Donc je reste assez déçu. Je serais ravi de voir un film de Yerzanov où il aura eu suffisamment peu d'argent pour tourner en décor réel. Là je sens que ce sera merveilleux, mais moi j'estime que c'est un peu raté, bien qu'il y a des choses magnifiques dedans. Dommage. Bon bah un peu le même constat que Thomas, c'est... Quel dos. Franchement non, je trouve vraiment le film pas bon du tout. Non, c'est vrai que déjà il y a la dimension kitsch du film qui m'a sorti sur plusieurs points. Il y a en effet les décors très carton-pâte, comme même certains ont un aspect un peu organique, ça pourrait être intéressant, mais je le trouve soit pas assez poussé, soit vraiment trop kitsch. C'est du plastique frérot, à un moment ça se voit. Il y a les très rares VFX qu'il fait sont déjà assez mal foutus, mais surtout ce qui moi m'emmerde c'est qu'il appuie dessus en faisant des longs travelling, en nous montrant bien qu'il y a un truc qui est très moche à l'écran, ce qui est débile parce que c'est un film qui a une dimension qui fonctionne très bien sur le hors-champ. À plusieurs reprises il va nous montrer des gens se faire tirer dessus hors-champ, et ensuite oui, dès le début. Et ensuite, on va voir par exemple la conséquence dans une autre scène ou quelque chose comme ça, où on va voir quelqu'un au sol et on va comprendre. Et c'est un film qui là-dessus a une vraie efficacité et fonctionne. Et surtout aussi, il y a un truc qui m'emmerde en termes de mise en scène. Night God, il utilise pas mal de néons, pas mal de lumière rouge. Il y a du bleu, il y a de la brume, de la fumée. C'est assez joli. Mais je sais pas quelle manie il a, mais il plonge quasiment systématiquement chaque décor dans une lumière blanche extrêmement forte, ce qui du coup annule les autres lumières. Et surtout moi sur un point je me dis, si tes décors sont mal foutus, si tes décors sont moches,
pourquoi t'éteins juste pas cette lumière et tu plonges pas. Je demande pas de plonger entièrement dans l'obscurité ou de faire quelque chose d'extrêmement marqué, expressionniste ou quoi, même si j'aimerais bien. Mais au moins plonger un peu plus dans l'obscurité, ça permettrait de moins se rendre compte que c'est kitsch et que c'est mal foutu, et en plus ça permettrait d'avoir un vrai cachet à l'image et en termes de mise en scène. Ça permettrait d'avoir quelque chose de vraiment beau qui claque visuellement. Et par exemple il y a une scène qui se passe dans un bunker qui est un peu plus dans l'obscurité, et pour le coup je trouve qu'on remarque un petit peu moins que le décor est moche. Ça finit par se remarquer quand même, mais on se dit, on y croit un peu plus déjà, et c'est ça ce qui m'emmerde dans Night God et m'empêche finalement d'y accrocher vraiment. Ça, le fait que je trouve le scénario pas si intéressant que ça, vu qu'au final c'est juste se déplacer d'un point A à un point B et ensuite divaguer légèrement, même s'il y a des thématiques qui moi me parlent, le côté vain de l'histoire, le fait qu'on essaie de résister à tout un monde mais qu'au final on n'y arrivera pas et que tout est un peu foutu, c'est une immense déception. J'en attendais beaucoup mieux du GOAT Adilkan Nirzanov, et non, enfin je vais être honnête, c'est pas bon. Donc Night God, bah, c'est un film qui m'a... on est sorti de Sacha Guitry quand même, donc ouais voilà, la transition est extrême quand même. Donc c'est un film qui dès le premier plan m'a vraiment éloigné de lui en fait. Enfin, j'étais très à l'écart du film et j'ai jamais vraiment réussi à rentrer dedans, malgré que je trouve le fait que c'est un exercice de style à moitié réussi. Non mais il y a des plans assez majestueux quand même, enfin là où la photo qui a l'air simple mais qui est quand même plutôt bien bossé, je trouve. La composition de cadre est intéressante. Enfin, il y a jamais un coin du cadre qui vise. Les comédiens sont toujours assez bien placés. Et puis moi j'aime bien en vrai ces mouvements de caméra. Ils sont pas toujours parfaits, mais oui, j'aime bien le fait de partir d'un plan assez large où on voit tous les comédiens à un plan où on se balade comme si comme si le temps s'arrêtait, pour aller chercher un détail de l'image qui nous amène à un gros plan ou un autre cadre, un autre plan large. Mais non, oui, c'est de par le scénario, j'étais très 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 éloigné du film, et oui, j'ai dormi 20 minutes, je sais exactement quand j'ai dormi. Mais ouais, dommage. Ça avait du potentiel, tu sens qu'il y a pas beaucoup de budget ou trop qui lui a permis de tourner en studio, et ça se voit malheureusement. Mais c'est pas un truc qui m'a dérangé autant que vous. Mais moi j'ai surtout eu peur que Thomas nous agace avec ce film, parce que toutes les images que je voyais, je fais putain, mais Thomas il va le mettre sur son compte Instagram et ça va être son inspiration majeure dans toute sa vie. Parce que dès le début on fait, mais c'est un film de Thomas Medicato en fait. Un mec avec un chapeau qui sent d'une lumière jaune sous un lampadaire et qui ne parle pas. C'est un film de Thomas c'est un film de Thomas Medicato. Mais voilà, demain nous vous parlerons des 3 films que nous allons voir demain, qui sont Indifférent Intimiste de Manele Labidi avec Golfishte Farahani. Dans l'après-midi nous irons voir La tendre indifférence du monde, enfin oui, ces deux là iront voir ce truc là de God. Et en fin de soirée on était plutôt parti sur Pour simple comme Sylvain de Monia Chokri, que j'avais déjà vu à Cannes et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, on vous tient au courant, et d'ici là n'hésitez pas à partager la vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter et YouTube par la même occasion. Merci, abonnez-vous et au revoir.